Et j'ai enseigné. Bon, j'ai vu que la vie de l'enseignant, vraiment, n'était pas tout à fait appréciable parce que c'était du bénévolat. Un assistant, j'étais l'assistant du professeur, le feu professeur ordinaire Kabé Alou Bilangi, l'ancien doyen de droit, paix à son âme, c'était mon maître. Alors, lorsqu'il est mort, voilà, je me suis dit non, ben, en fait, je pouvais embrasser d'autres carrières, d'autres domaines, parce qu'au lieu de rester là-bas. Alors, je me suis retrouvé dans la politique, bien sûr, comme je vous ai dit là. J'ai trouvé que la politique était un peu accessible et émergente. Et puis, j'ai des qualités pour quand même me défendre dans ce domaine, parce que je voyais même des gens qui ne savaient même pas s'exprimer, qui n'avaient même rien du tout, mais je les voyais en politique en train d'émerger. Et j'admirais certaines personnalités qui émergeaient, et Kungwa Koumanza, j'admirais Tshisekedi Wamulumba, et tout ça, j'admirais même en dehors de notre pays, j'admirais plusieurs hommes politiques. Alors, j'ai dit non, voilà, je dois aussi me lancer. Alors, quand ADPEC fit venir, et directement, j'ai adhéré comme membre cofondateur donc, de l'Alliance des démocrates pour l'émergence du Congo, qui est devenu aujourd'hui un grand regroupement politique. Et j'avais postulé en 2018 comme candidat à la députation nationale. Et en 2023, j'ai postulé à la députation nationale et provinciale. Exactement. Voilà. Alors, c'est quoi en fait le motivation qui vous ont poussé à aller dans la politique, hormis que vous ayez décidé de laisser en fait l'enseignement à l'université. Alors, qu'est-ce que vous cherchiez en soi? Bon, j'ai cherché la possibilité de servir le peuple. Donc, c'est-à-dire, mon souhait était d'être la tête et non la queue, comme la Bible nous le recommande. Alors, je voulais quand même trouver la possibilité où, comme mon environnement, tout le monde demande l'emploi, tout le monde cherche quoi manger, comment vivre, c'est toujours la pauvreté, les sans-emploi, le chômage. Alors, je me dis non, mais comment quand même quitter ces méandres? Alors, il faut être dans la politique, et une fois que la chance vous sourit, vous pouvez venir en aide à plusieurs. Voilà, c'est comme ça que je suis arrivé même à créer l'ONG, même la société, donc la sous-traitance, le grenier du Bercail SARL. Voilà. Mais est-ce qu'aujourd'hui, toute cette lutte-là que vous avez eu à mener hier, est-ce qu'aujourd'hui, elle porte de fruits? Oui, en fait, même si on n'est pas riche aujourd'hui, mais la richesse que nous portons va vraiment être étalée devant plusieurs. Parce que, bien sûr, on était sous ordre des uns et des autres, mais maintenant nous commençons à tâter les terrains, comment évoluer de ses propres ailes, avec l'ONG, avec la société. Alors voilà, nous n'avons pas encore atteint l'orbite, mais déjà, nous commençons à avoir ce qu'on appelle la liberté financière et même la liberté de pensée et d'esprit. Voilà, donc l'entrepreneuriat, c'est une libération pratiquement du monde le monde là qui pèse, donc qui ouvre, en fait, qui enchaîne, qui enchaîne le monde, qui enchaîne les gens dans des petits coins, des salaires et tout ça. Alors nous aspirons à ce qu'on appelle la liberté financière pour avoir un peu ce qu'on appelle l'autonomie financière, par exemple, la liberté financière. Voilà, à peu près, oui. Mais est-ce que, puisque vous avez parlé, vous avez touché l'aspect entrepreneuriat, c'est facile d'entreprendre en République démocratique du Congo? Effectivement, c'est facile, parce que je ne peux pas faire peur à ceux qui n'ont pas encore tenté de faire le premier pas. Parce que, ou ceux qui sont en voie ou qui aspirent à entreprendre. Alors, vous savez, j'ai parlé de quelques notions que je donne, que j'enseigne, mais il y a aussi ce qu'on appelle le leadership transformationnel. Alors, avec ce cours-là, je l'aime d'abord beaucoup, et puis c'est un cours qui vous met à l'aise, qui vous libère des chaînes tenaces de la ségrégation professionnelle, de l'emprise
de la rigueur du travail géré par des capitalistes. Tout à fait. Voilà, donc le leadership transformationnel vous ouvre les opportunités pour que lorsque vous êtes devant un obstacle, vous pouvez soit l'affronter, soit le surmonter, soit l'éviter, les dévier. Alors, quand vous avez déjà ces astuces, quelle que soit la situation qui va se présenter en face de vous, vous êtes libre d'avoir plusieurs flèches dans son carquois. C'est-à-dire, vous n'avez pas seulement une seule flèche pour que lorsque vous l'avez jetée, et les dangers deviennent en face de vous. Non, mais vous avez plusieurs flèches. Vous pouvez jeter autant de flèches et celle qui va tenir, voilà, vous allez abattre votre gibier. Alors, de l'enseignement à l'université, à la politique et à l'entrepreneuriat, qu'est-ce qui est meilleur pour vous aujourd'hui? Bon, en fait, toutes les occasions sont bonnes, comme le dit souvent un auteur, Machiavel, il le dit souvent, tous les moyens sont bons, pourvu que vous puissiez atteindre l'objectif. C'est-à-dire, ce que nous sommes en train de faire, dans tout ce que nous faisons, il y a toujours un objectif à atteindre. Et tant que déjà nous trouvons satisfaction dans la plupart d'objectifs que nous nous sommes assignés, nous trouvons que dans tous les domaines, on peut toujours aller. Mais sinon, l'entrepreneuriat, c'est beaucoup plus mieux. L'entrepreneuriat, c'est beaucoup plus mieux. Mais entreprendre au Congo, parce que c'était votre question, c'est un peu difficile avec des taxes et tout ça. Les gens ne comprennent pas. Les gens, on dirait, ils sont contre l'entrepreneuriat. Donc, à peine, moi-même, je peux donner l'exemple, à peine commencer la société, des taxes, ça asphyxie même l'esprit d'entrepreneuriat. Mais lorsqu'on a déjà goûté à cette table de leadership transformationnel, on est à l'aise, on se défend. Bien sûr, ce n'est pas facile, mais on se défend et on doit tenir, on doit rester sur terre. L'enseignement universitaire que vous avez abandonné ne vous séduit plus actuellement? L'enseignement me séduit. Et moi, je resterai enseignant à vie. Parce qu'il y a quand même des moments où on peut dire, on met ça en veilleuse, on n'a pas abandonné, mais on a un peu suspendu. C'est comme au Parlement, on suspend des séances et parfois on dit la séance est levée, mais nous n'avons pas laissé lever la séance, nous avons suspendu. C'est-à-dire on a fait une mise en disponibilité parce que la société UAC me réclamait aussi beaucoup. Je travaille avec des hindous pakistanais. Alors vous savez vous-même combien, lorsque vous êtes dans leur juron, c'est pas facile. C'est pas facile tout le temps de demander. On va vous dire, mais messieurs, choisissez ce que vous voulez. Choisissez soit d'être avec nous, soit d'aller dans vos enseignements. Alors quand on fait la part des choses, on dit non, maintenant on peut d'abord travailler, on se fait quand même une santé financière et après on peut reprendre la craie. Mais malgré ça, avec l'entrepreneuriat, je me sens toujours dans l'enseignement, même si à l'université, je ne fréquente pas comme avant, mais c'est une mise en disponibilité, je veux revenir parce qu'il y a la thèse qui est en chantier, et voilà, donc il y a beaucoup d'autres projets. Donc, comprenez qu'on ne va pas dire bye-bye à l'enseignement aujourd'hui. Exactement, parce que l'enseignement nous accompagne tout au long de notre chemin, de notre parcours. Effectivement. Merci d'être avec nous, mesdames, messieurs. C'est votre magazine Parcours d'une élite qui a reçu sur son plateau pour ses tout premiers numéros de l'an 2024, M. Mbouyi Patrick Makolo, avec qui nous sommes en train de développer sur son parcours en tant qu'homme politique, en tant qu'un parent, en tant qu'enseignant, beaucoup de casquettes. Pasteur également. Alors, récemment, vous avez touché toujours dans votre présentation, vous avez touché l'aspect politique en profondeur, puisque vous avez été candidat déjà par 2 fois, en 2018 et en 2023. Récemment, d'ailleurs, il y a eu les élections générales en République démocratique du Congo. Vous avez été un candidat qui n'a pas été jusque-là cité parmi ceux qui ont décroché les seuils d'éligibilité pour être appelé, ou de recevabilité légale, candidat et tout ce qui va avec. Comment vous vous êtes senti d'abord? Bon, en fait, comme je vous ai dit, je suis à l'aise et moi, ensemble avec mon regroupement politique, nous sommes décidés, compte tenu de la vérification de preuves que nous avions, nous nous sommes dit non, nous ne pouvons pas lâcher prise. Nous devons aller à la Cour constitutionnelle pour que la Cour constitutionnelle nous dise en quoi est-ce que, avec tout ce que nous avons comme voix, nous ne pouvons pas aussi
atteindre les seuils, les seuils de représentativité légale. Alors, c'est pour cela que nous sommes allés, parce que nous avons des preuves et nous avons des avocats aguerris qui savent comment déceler les erreurs de la CENI. Et d'ailleurs, j'étais même étonné, jusqu'à ce matin, j'apprends qu'il y a eu encore une suite de la publication. C'est pour confirmer les erreurs que la CENI a commises, parce que nous les avons détectées. Et nous allons mettre ça à la portée de la Cour constitutionnelle, devant le juge instructeur, pour qu'il puisse prendre la décision, qu'il puisse rendre son arrêt. Oui. Pensez-vous que vous pourriez avoir gain de cause avec la Cour constitutionnelle qui est en place? Vous savez, nous sommes des intellectuels, nous sommes des hommes suffisamment mûrs, et nous ne pouvions pas nous lancer sur cette voie-là sans être sûrs. Parce que c'est de l'argent. La Cour constitutionnelle, vous savez, c'est pas n'importe qui doit aller déposer sa saisine là-bas. Donc, nous avons déposé notre requête, et il y a les avocats qu'il faut loger, qu'il faut engager, qu'il faut faire voyager, tout ça. Donc, c'est pour dire que nous attendons à ce que la Cour constitutionnelle nous remette dans nos droits. Voilà.